Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite sélection de films spécial printemps parce que ça y est, nous sommes enfin au printemps, c'est l'arrivée des beaux jours, du soleil, des fleurs et ça donne envie d'avoir la pêche, d'être heureux et de regarder des films qui font du bien. Alors c'est bien sûr une liste non exhaustive de films de printemps parce qu'il y en a des milliers et libre à vous de faire vos propres visionnages et découvertes. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection de 6 films qui pour moi correspondent vraiment à la période du printemps. Certains parce qu'ils se passent à cette saison-là, mais pas forcément. C'est aussi des films des fois sur le renouveau, le renouvellement de soi, les changements et tout, parce que le printemps ça symbolise aussi ça. Et je trouve que c'est aussi ce qu'on peut ressentir dans certains de ces films, donc c'est pour ça que je les ai choisis. Trêve de bavardage, assez parlé, on en voilà trop, et c'est parti. Valentine. Comment t'as Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. On commence avec un film français, il s'agit de Mademoiselle de Jonquière, réalisé par Emmanuel Mouret en 2018. Donc j'ai vu sur Netflix, mais je ne sais pas s'il est encore dispo à cette heure-ci, je sais pas s'il reste encore en avril. Et on va suivre ici l'histoire de Madame de la Pommeraye, donc c'est une veuve fortunée qui va s'éprendre du marquis des Arcis, qui lui est connu pour son libertinage. Leur fougueuse passion va se dissoudre au bout de quelques temps, enfin surtout du côté du marquis, et du coup Madame est bien décidée à se venger de ce chagrin d'amour. Elle va alors employer Madame de Jonquière et sa fille, Mademoiselle de Jonquière, qui sont nouvellement prostituées suite à un enchaînement d'événements malheureux. Et Madame de la Pommeraye va donc utiliser Mademoiselle de Jonquière pour aller séduire le marquis des Arcis. On a quand même un beau casting avec Cécile de France donc dans le personnage de Madame, le marquis est joué par Édouard Baird et la jeune Mademoiselle de Jonquière est jouée par Alice Isaz. On retrouve également Laure Calamy dans l'une des amies de la Madame, actrice que vous savez j'affectionne particulièrement. Le film dure un petit peu moins de 2 heures il me semble, et c'est un film quand même assez bavard. Les personnages parlent beaucoup avec une grande éloquence et voilà un certain vocabulaire du XVIIIe siècle. Et le film en fait est inspiré d'un roman de Denise Diderot où il y a une partie de l'histoire qui parle de Madame de la Pommeraye, mais c'est pas le roman en général. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film, même si je trouve qu'il y a parfois un petit peu de longueur. C'est vrai que voilà, si on n'aime pas quand il n'y a pas trop d'action et que ça parle beaucoup, vous allez peut-être vous ennuyer. Mais si vous aimez les beaux décors, les beaux costumes d'époque, une belle colorimétrie colorée, ça fait plaisir à voir. Visuellement c'est vraiment très joli, très appliqué. Il y a beaucoup de décors en nature, c'est pour ça que ça rappelle beaucoup le printemps, parce qu'on a les fleurs, les parcs, la richesse, les belles robes en couleur. Donc rien que pour l'époque, enfin vraiment visuellement on sent qu'ils sont appliqués sur les décors. Je trouve que c'est très épuré, très joli. Et au niveau de l'histoire quand même c'est aussi pas mal parce qu'on voit vraiment le début où il y a la romance entre les deux personnages, et au fur et à mesure la haine et le désir de vengeance qui va s'emparer de Madame de la Pommeraye. Et je trouve ça intéressant de voir jusqu'où elle va aller, parce que au début forcément Mademoiselle de Jonquière et sa mère sont complices avec Madame, sauf qu'au bout d'un moment elles se disent c'est trop, enfin on va beaucoup trop blesser le marquis, ça va nous retomber dessus. Même si l'action n'est pas intense, il y a une tension qui monte crescendo et on sent que les nerfs sont un peu à vif un peu partout, et puis il y a un moment où bien sûr ça va exploser. Mais j'ai bien aimé l'intrigue de manière générale, les acteurs jouent bien, et je trouve que pour se mettre dans l'ambiance d'époque, type comtesse, marquis, Barry, tout ça, ça fait plaisir, et on voyage avec eux au travers de ce siècle. On continue avec là encore une colorimétrie assez jolie, assez rosée pâle, Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase, qui a été réalisé en 2015. Je l'ai vu hier, donc c'est encore tout frais, je l'ai même loué parce que c'était impossible de le trouver en streaming illégal, t'as vu. Du coup je me suis dit vas-y on va faire une bonne action pour toutes les fois où j'ai regardé illégalement des films. Je l'ai loué sur Arte parce que sur les autres sites ça marchait pas, mais après il y en a plein, il y a Canal+, Apple, Amazon, enfin il est dispo un peu partout. Et donc le film raconte l'histoire de Sentaro qui est le gérant d'un petit snack de dorayaki. Donc c'est une spécialité japonaise sucrée à base de pâte de haricots rouges. J'en ai déjà goûté, c'est assez bon, très sucré. Et en fait Sentaro il est à la recherche d'un nouvel employé et il va être surpris par l'arrivée de Tokue qui insiste pour venir travailler dans son snack alors que bon c'est quand même une femme âgée. Du coup Sentaro hésite à l'engager, puis en fait il constate qu'elle a un savoir-faire exceptionnel concernant la pâte de haricots rouges, donc la Han. Donc il va finir par l'embaucher pour que ses dorayaki soient encore meilleurs. Tokue est donc ravi et va le former avec plaisir. Il y a alors une douce amitié qui va naître entre eux, ainsi qu'avec Wakana, une jeune collégienne et cliente régulière du snack. Mais la santé de Tokue pourrait bien rompre ce bel équilibre parce qu'elle a quand même 75 ans et mine de rien on sent qu'elle est fatiguée et qu'elle est peut-être un peu malade. Donc le film dure 1h45 et là pareil j'ai ressenti un petit peu de longueur quand même parce qu'il n'y a pas une grosse action principale, on est vraiment plus dans l'intimité des personnages et dans leur petit quotidien. Mais ça c'est dans pas mal de films japonais, donc je pense que c'est aussi une culture qui fait partie du cinéma japonais. Si vous aimez ce type de film assez doux, assez intimiste, ça vous plaira. Après si vous voulez vraiment une tonne d'action, c'est pas le film que je vous recommande. Mais voilà, c'est assez doux, c'est assez poétique. On commence justement au printemps avec les cerisiers qui sont en fleurs et c'est super beau visuellement. Ça donne faim aussi parce qu'il faut que préparer des dorayaki pendant 2 heures. Et puis c'est beau aussi de voir, je trouve, le savoir-faire que Tokue transmet à son patron du coup, et en plus avec l'écart d'âge c'est assez rigolo comme relation.
relation qu'ils entretiennent entre eux. On passe vraiment un moment doux, agréable, poétique, enfin tout en douceur, on s'est pas prise de tête, c'est émouvant aussi, j'ai même lâché ma petite larme à la fin. Voilà, parce que je suis un être fragile parfois. Donc voilà, si vous avez envie d'un film en douceur, où il ne se passe pas grand chose, on ne prend pas la tête, on est juste... on contemple pendant 2 heures en sérénité, enfin s'il y a un petit peu d'action et d'intrigue. C'est vraiment assez calme comme film et ça fait du bien parfois aussi, ça repose l'esprit, le cerveau. Et c'est aussi un peu philosophique quand même. En acteur, on a Kiki Kirin qui joue Tokue, Masatoshi Nagase qui joue Sentaro et Wakana est joué par Kara Uchida. On continue avec la culture japonaise et cette fois c'est un animé dont je vais vous parler, un Ghibli plus précisément. Il s'agit de Arrietty de Hiromasa Yonebayashi, réalisé en 2010. Normalement il est toujours disponible sur Netflix, alors je l'ai pas vu récemment mais je l'ai vu il y a 1 ou 2 ans je crois. Putain j'allais dire je crois que c'était pendant le confinement donc en fait ça date beaucoup plus. Mais bref, je me souviens que c'est un film vraiment très beau visuellement, poétiquement aussi, et c'est vraiment en lien avec la nature non-stop. Puisqu'en fait on va y suivre l'histoire d'Arrietty et sa famille qui sont des chapardeurs. Donc en fait ce sont des petits êtres humains mais en version miniature qui vivent dans le monde des humains mais de manière discrète. Arrietty vit en effet avec sa famille sous les planches d'un foyer à Tokyo. Donc voilà, les humains sont pas vraiment au courant de leur existence mais bon... eux vivent leur vie tranquillement. Mais le quotidien d'Arrietty va être bouleversé par l'arrivée d'un Sho, un jeune lycéen il me semble, qui doit se reposer en vue d'une future opération chirurgique. Et le problème c'est qu'Arrietty, elle a beau être vigilante, un jour elle se fait surprendre par Sho, elle panique parce que normalement elle n'a pas le droit d'être découverte aux yeux des humains, mais elle va vite se rendre compte que Sho n'est pas un humain méchant et qui veut juste la rencontrer, se lier d'amitié avec elle, et c'est ce qui va se passer. Ils vont vraiment nouer une forte relation entre eux, basée sur la confiance et la tolérance. Ils vont se confier l'un à l'autre et essayer de se protéger mutuellement. Et je trouve que c'est vraiment le film parfait pour le printemps parce que c'est doux, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, il y a de beaux personnages, une belle relation qui s'installe, et vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, les décors sont vraiment trop beaux. Enfin, vu qu'Arrietty est un personnage miniature, tout est en décor démesuré autour d'elle, mais par exemple, les accessoires pour chez elle, il me semble que son lit c'est une boîte d'allumettes, enfin vraiment c'est trop mignon les petits détails et tout, et moi c'est ce que j'adore déjà dans les films japonais, enfin les animés, les couleurs et les détails des dessins c'est vraiment magnifique. Mais là c'est encore plus intéressant parce que voilà, il y a vraiment le contraste entre ces petits objets qui deviennent miniatures mais deviennent la taille humaine pour Arrietty et le reste du monde qui est géant pour elle alors que c'est normal pour nous. Si vous avez envie de passer un moment de douceur, vraiment immergé dans la nature, je vous le recommande parce que c'est vraiment que de la poésie pendant 2 heures. On passe maintenant à Eat, Pray, Love ou Mange, Prie, Aime de Ryan Murphy, réalisé en 2010, qui est actuellement disponible sur Netflix, et on va suivre le quotidien de Liz qui est en grande crise existentielle de la trentaine et suite à un divorce assez précipité, elle va décider de prendre une année sabbatique pour elle et pour se retrouver. Elle sait pas trop vraiment ce qu'elle va y faire mais elle programme uniquement 3 destinations, l'Italie, ensuite l'Inde et puis Bali. L'Inde elle sait qu'elle veut y aller pour rencontrer une espèce de prêtre, enfin de sage, moine qui est là-bas qui donne des conseils. Mais sinon après elle prévoit pas de planning spécifique, elle va vraiment vivre au jour le jour et voir au travers des rencontres ce qui va se passer. Ces rencontres vont bien sûr bouleverser son quotidien mais aussi sa manière de penser, de voir les choses et tout simplement sa manière de vivre. Liz est interprétée par Julia Roberts et on retrouve aussi un personnage assez principaux importants, Richard Curtis et Javier Bardem. Le film dure 2h20 donc c'est quand même un film assez conséquent, mais honnêtement j'ai pas trop vu le temps passer, je trouve qu'on s'ennuie pas. J'ai vraiment trop aimé le mood du film. Déjà le début, on a un peu de la peine pour elle parce qu'on sent qu'elle est totalement perdue et qu'elle remet en question toute sa vie. En fait ça faisait 8 ans qu'elle était mariée à son chéri et en fait elle se dit c'est pas la vie que je veux, donc c'est dur d'accepter ça en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que le film est bien structuré dans les... du coup il y a les 4 parties, il y a d'abord la révélation de il faut que je quitte l'Amérique, tout ça. Après il y a le voyage en Italie avec les rencontres, la gastronomie, ça donne hyper faim le voyage en Italie, vraiment il faut que manger pendant une demi-heure et c'est des plats trop bons donc moi j'étais en mode j'aurais dû manger en regardant le film, donc un conseil, préparez-vous des bonnes petites spaghettis bolognaise ou un petit plat italien de genre 30 minutes à 1 heure, je pense que c'est par là. Après on a voilà le voyage en Inde avec la quête de soi, de la spiritualité, toute cette partie là aussi c'était super intéressant parce que il y a vraiment la découverte de soi, de ce qu'on veut vraiment, de quelle spiritualité nous correspond parce qu'il y a les 3 religions monothéistes mais il y a aussi le bouddhisme, l'hindisme, enfin c'est d'autres concepts de spiritualité qui sont aussi très intéressants par plein d'aspects. En plus je me suis gourée, c'est pas du tout en Inde, c'est à Bali justement qu'elle va rencontrer le sage qu'elle avait rencontré il y a 3-4 ans. Là c'est la quête, la suite de la spiritualité, de la quête de soi. Et c'est vraiment je trouve le thème principal du film en fait, c'est se découvrir soi, ce qu'on veut vraiment, ce à quoi notre vie veut aspirer, ce qu'on veut défendre. Et j'ai trouvé ça super beau, enfin vraiment parce qu'on voit au fur et à mesure qu'elle évolue, elle va essayer d'autres chemins, elle sait pas trop, elle est un peu perdue et en même temps ça fait partie aussi de la quête de soi, de se perdre pour mieux se retrouver. Putain c'est trop beau ce que je dis.
Donc voilà, vraiment si vous vous posez ces questions, je pense que ça peut vous aider, vous éclaircir, et même si vous les posez pas spécialement, ça fait vraiment voyager. Enfin vraiment le mood est trop bien, ils jouent trop bien les personnages, il y a vraiment de très beaux passages poétiques qui te font voilà réfléchir sur la vie de manière générale, et ça fait toujours du bien ce genre de film philosophique. Et je pense aussi qu'ils ont vraiment tourné dans les pays concernés parce qu'on est vraiment immergé dans ces cultures-là. Et ça c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on voyage vraiment avec les personnages. On passe maintenant à un classique que je n'avais toujours pas vu alors que ça fait des années qu'on m'en parle et qu'il est quand même très connu dans l'histoire du cinéma. C'est La Mélodie du Bonheur ou The Sound of Music de Robert Wise, réalisé en 1966. Donc c'est une comédie musicale qui dure 2h56, je vous avoue que j'appréhendais un peu parce que j'ai toujours du mal avec les films qui durent longtemps. Pourtant, j'ai étudié le cinéma pendant 3 ans et tout, donc j'en ai regardé quand même quelques-uns. Mais c'est vrai que tu te dis, si le film est pas bien, on va s'ennuyer. Mais bon, j'avais quand même confiance parce que toutes celles que j'ai vues, à chaque fois je kiffe, genre vraiment je suis en mode j'adore quand ça chante, quand ça danse, quand c'est joyeux en même temps triste et que tu ressens plein d'émotions, et bref je kiffe vraiment, c'est mon genre préféré je pense. Même si ça peut sembler très niais pour certains, hein, que c'est pas du tout réel de voilà chanter dans la rue comme ça, moi j'adore. Et donc dans ce film on va suivre l'histoire de Maria qui est une jeune fille qui vient de faire sa rentrée au couvent, mais les bonnes sœurs se rendent vite compte que c'est pas la place de Maria en fait ici, parce que elle fait que se gambader, chanter et fuguer. Et donc pour lui faire comprendre ce qu'elle veut vraiment, elle décide de l'envoyer en tant que gouvernante chez un capitaine veuf et ses 7 enfants. Maria n'ayant aucune expérience dans le domaine, elle va vite devoir se former et elle va gagner son autorité grâce à la musique. En effet, elle va faire découvrir aux enfants le pouvoir de la musique, de la mélodie, des chants et du fait que ça nous permet d'aller mieux, d'être heureux. Et au fur et à mesure du film, elle se rend compte qu'elle est en train de tomber amoureuse de quelqu'un, mais de qui ? Je vous le dis pas, il faudra le voir pour le savoir. Donc Maria est interprétée par Julie Andrews, c'est celle qui joue Mary Poppins il me semble, donc assez pro des comédies musicales, même si du coup là je pense que c'est un de ses premiers rôles. On a le capitaine, le père des enfants, qui est joué par Christopher Plummer, la baronne qui est sa future fiancée jouée par Eleanor Parker. Pour ceux qui sont fans de comédies musicales, je pense que vous allez adorer, c'est vraiment l'un des piliers un peu fondateurs de la comédie musicale des années 60, il fait partie de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs on retrouve le Simple de Ariana Grande, parce que oui, cette musique provient à la base du film The Sound of Music. Et du coup je trouve ça fou que un des plus gros singles pop des années 2020 date en fait d'il y a genre 70 ans, enfin c'est beau comme quoi la musique peut se renouveler d'âge en âge et de siècle en siècle. Et vraiment je trouve que c'est un film qui fait vraiment du bien au moral, enfin franchement si vous allez pas bien, moi je venais de finir Le Dernier Jour d'un Condamné, donc vraiment autant vous dire que livre pas gay, et du coup j'étais en mode vas-y là c'était trop noir pendant 3-4 jours, il faut que je me change les idées. J'ai regardé ça, c'est bon, j'allais mieux en fait, enfin genre vraiment c'est limite j'avais envie de pleurer parce que c'était trop émouvant de les voir plein de bonheur comme ça. On s'attache aux personnages, on se lie d'amitié avec eux, même le capitaine franchement, enfin en fait il a perdu sa femme et du coup il est un peu perdu depuis sans elle, et du coup il inflige une autorité assez stricte à ses enfants alors que c'est pas ce qu'il leur faut, surtout qu'ils sont en plein développement et ils ont de 4 à 16 ans, donc il faut leur parler, être présent avec eux, et c'est ce que Maria va très bien comprendre. C'est beau de les voir ensemble découvrir la musique, les mélodies, de chanter, danser. On est vraiment dans de beaux décors parce que du coup ils sont en Autriche, donc ils sont dans un beau château près d'un lac, et puis quand Maria se balade avec les enfants, elle est dehors dans les prés, dans la nature. Donc voilà, on est vraiment quand même liés aussi au printemps. C'est vraiment parfait à regarder pendant cette période. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a quand même une portée un peu plus profonde, un peu plus poétique, parce qu'en fait c'est la montée au pouvoir du nazi en arrière-fond. Alors au début on s'en rend pas trop compte parce que c'est en Autriche, mais au final si, parce qu'il va y avoir l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne à ce moment-là il me semble. Et donc il y a vraiment 2/3 du film où on est beaucoup plus dans la propriété, voilà, avec Maria et les enfants, et au fur et à mesure on sent qu'il y a quand même la tension politique, le pays qui doit suivre le parti nazi, mais le capitaine n'est pas du tout d'accord avec ça, et c'est plus en fait vers la fin du film qu'on a cette portée là, et du coup je trouvais ça intéressant de se dire en fait c'est quand même lié, parce que Maria essaye d'enjoliver le quotidien des enfants alors que les adultes savent très bien dans le fond ce qui est en train de se passer. Je trouve que ça renforçait encore plus l'histoire du film, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas un film larmoyant, donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment si vous voulez être de bonne humeur, parce que même si voilà il y a ce fond sombre, ça reste joyeux dans l'ensemble, et c'est ça qui est beau et qui fait du bien. Et on finit par un film d'un réalisateur assez connu, c'est Big Fish, réalisé par Tim Burton en 2002, et j'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma parce qu'il y a des séances UGC cultes en fait, et chaque semaine il y a des films qui sont sortis voilà il y a 10, 20, 30, 40 ans et qui repassent en salle, et je trouve ça vraiment bien, enfin c'est vraiment les meilleures conditions de voir un film sur grand écran. Et en fait ça m'a fait trop rire parce que je ne pensais pas du tout que c'était ce film, j'ai confondu avec lui. Donc je croyais que j'allais voir ça sur une histoire d'une femme artiste un peu space et tout. Et en fait pas du tout, ça n'a rien à voir. Ici on va suivre l'histoire de William et sa femme qui se rendent d'urgence aux États-Unis pour accompagner le père de William dans ses dernières semaines de vie. Celui-ci a toujours raconté 1000 histoires pour embellir sa vie et la rendre plus palpitante. Et la rencontre avec sa belle-fille est l'occasion de les narrer à nouveau, mais également de faire la paix avec son fils. William lui a en effet souvent reproché tous ses mensonges qui l'empêchaient de savoir quel homme était réellement son père. Donc William est joué par Billy Crudup, sa femme par Marion Cotillard. Les parents sont joués par Albert Finney et
Jessica Lange. Mais on retrouve également dans une partie importante du film Ewan McGregor qui joue du coup Edward le père jeune et Helena Bonham Carter qui va jouer plusieurs personnages importants dans la vie d'Edward. Ce film ça a vraiment été une grosse découverte parce que je savais pas trop à quoi m'attendre vu que c'était pas l'histoire que je pensais voir et j'ai vraiment trop aimé. Je pense que c'est mon coup de cœur, c'est pour ça que je vous le mets à la fin. Le meilleur pour la fin. Bah déjà redécouvrir l'univers de Tim Burton parce qu'en vrai j'ai pas vu tellement de films de ce réalisateur et c'est vrai qu'il a un style très spécifique, un univers très particulier bien à lui, mais franchement j'ai trop aimé. Enfin en fait il y a du réaliste et en même temps du fantastique et il arrive très bien à conjuguer les deux pour transformer le tout en une histoire très poétique. J'ai trop aimé la manière dont c'était raconté, les acteurs jouent merveilleusement bien, les parents aussi je les ai trouvés très touchants. C'est les derniers instants de vie du père avec sa femme, il y a des scènes qui sont vraiment très belles et bouleversantes. Et l'histoire est folle, enfin l'histoire est tellement bien racontée et c'est vrai qu'il a vécu un peu mille et une vies avec des personnages assez loufoques. On a un géant avec qui il va se lier d'amitié, on a c'est un des acteurs de Oompa Loompa, du coup ça m'a fait trop rire de le voir dans ce film, je m'y attendais pas. Et vraiment le cast est trop bien, l'histoire est trop bien, il y a vraiment voilà ce côté fantastique qui est présent non-stop mais qui est super bien inséré dans les moments réalistes. Parce que du coup, William ce qui l'a énervé c'est que voilà son père raconte que des mensonges mais au final on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a quand même des parts de l'histoire qui sont en fait vraies et c'est juste qu'il a cherché à embellir la vérité. Et c'est d'autant plus romantique. Vraiment pour moi c'est le coup de cœur de cette liste parce qu'il y a vraiment une très belle histoire, de très beaux passages, des scènes vraiment magnifiques visuellement et narrativement. Et on est vraiment plongé dans l'univers de Tim Burton et vraiment j'ai adoré. On ne s'ennuie pas du début à la fin. Après voilà, faut vraiment avoir l'esprit enfantin et pas être dans le rationnel en mode non mais c'est pas possible, ça n'existe pas, ça oui bien sûr ça n'existe pas mais faut se laisser prendre au jeu. Sinon c'est sûr que si vous êtes premier degré ça va peut-être pas vous plaire et vous êtes en mode c'est ridicule. Mais si vous avez encore votre esprit voilà enfantin, de l'imaginaire, de la rêverie, ça ne peut que vous faire plaisir et raviver votre âme d'enfant. Peut-être que vous allez chialer parce que voilà il y a des moments quand même assez émouvants. Mais de manière générale c'est vraiment que de la poésie et du fantastique pendant 2 heures. Donc c'est vraiment un vrai régal. C'est déjà la fin de cette vidéo, enfin je dis déjà mais elle va peut-être être longue parce que toujours quand je parle dans les films je suis en mode faut pas que ça dure trop longtemps. Mais à chaque fois je m'égare et j'en rajoute et je suis en mode il faut le voir parce que ça. Donc j'espère en même temps que ça vous convainc de voir ces films ou si vous avez déjà vu j'espère que vous avez ressenti les mêmes choses que moi. Mais vraiment j'ai fait de très belles découvertes en créant cette sélection. Alors je vous avoue que j'ai regardé des articles sur internet pour voir quel film était recommandé. Il y en a que j'ai vu et dont je n'ai pas parlé parce que je trouve qu'ils étaient pas forcément très intéressants et qu'ils valaient pas tel autre film. Mais voilà, ce n'est que 6 films, je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à vous me dire en commentaire quel est votre film du printemps que vous me recommandez. Ça me ferait grave plaisir voilà, d'avoir vos suggestions. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Sur cette chaîne il y a un peu de tout, du lifestyle, des vlogs, du cinéma, de l'humour parce que je ne sais pas choisir et faire un choix de direction artistique. C'est un peu de la culture, de la découverte, on s'amuse, c'est des vidéos chill. Donc si ça vous plaît, bah je vous laisse. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube. Et surtout, je vous souhaite un très joyeux printemps à tous. Bisous.